Entrevue avec Vince de Groovy Hardware. Comment est-ce qu'il va? Il va bien, il est en mode repos entre deux grosses fins de semaine, je te dirais. Oui, mais il y a beaucoup d'actions qui se passent quand même pour toi avec tes projets musicaux. Oui, ben la semaine passée, on était avec Québec Redneck et Fred Fortin pour célébrer la fin de leur tournée à Saguenay de Chicoutimi. C'était complètement mongol. Il y avait à peu près 2000 personnes, des furieux bleuets en plein party. Et puis, ben vendredi, on s'attend à peu près le même genre d'ambiance puisque de Karaté, Groovy et Grimmskunk qui vont jouer ensemble pour la toute première fois ever. Ça va être ça aussi, très festif. Puis on sait que des Saguenayens ensemble, ça fête pas mal. Ben ça, c'est clairement un fait prouvé scientifiquement. On a même passé 2 jours à Saint-Nazaire chez JP, le chanteur de Québec Redneck, puis sa blonde Gabi. On était juste pas capable de s'en aller, fait qu'on est revenu lundi soir dans la nuit. C'était juste trop des bons moments, c'est pour ça? Ben c'est tout du beau monde en effet, qui est des très bons musiciens, mais surtout des humains de qualité avec qui on est très heureux et honorés de faire partie de la gang. Ben, c'est très intéressant dans ce temps-là. Quand on a du fun, on voit pas le temps passer, justement. Puis, Exact, c'est ça. Fait que là, ben, comme je te dis, on se repose la voix, puis on se remet en shape, puis pour être en forme vendredi, parce que, mine de rien, je vais faire 2 shows en ligne, ce que j'ai jamais fait. Fait que ça va être tough sur le système un peu. Ouais, ça va être la première fois que tu vas faire 2 sets, donc pour Grimmskunk et Groovy Hardware en même temps. Exactement. Donc, ça va être quasiment du sport. Faut être quand même assez en forme pour faire 2 gros sets comme ça. Oui, c'est clair qu'il y a l'adrénaline qui l'emporte sur le moment, mais c'est par la suite que tu vas le sentir dans le bas du dos, probablement. Fais-tu un truc spécial pour justement ça? T'es-tu un petit peu entraîné pour être un petit peu plus en forme sur ces sets-là, des choses comme ça? Ben, je te dirais que mon entraînement dure depuis au-dessus de 30 ans, là, tu sais, ça fait longtemps que je fais ça comme job, fait que, tu sais, j'ai pas peur que ça aille mal, je sais que ça devrait bien aller. En fait, il a fallu que je demande à ce que Groovy fasse le show en premier, parce que c'est là que je m'érinte le plus le vocal, je suis chanteur principal, fait qu'après ça, avec Grim, ben, je fais pas mal de back vocal, mais ça va être un peu plus facile pour moi. Ouais, ça doit demander beaucoup. Ben, Groovy Hardware, vous faisiez partie dans le temps de la scène hardcore montréalaise, là. On parle dans le temps, il y avait Vigardily, Overbass, Grimmskunk aussi, plus dans le temps de Fatal Illness, Barf, il y avait Raid, il y avait beaucoup de groupes. C'était quand même une belle scène à l'époque. Absolument. Cette scène-là, on l'a créée à partir des amitiés qu'on se faisait, surtout au Faux-Fourne électrique les lundis soirs, les fameux Black Monday où la bière était pas chère. C'est là qu'on se rencontrait toute la gang, puis qu'on se mettait ensemble, puis on a décidé de créer une scène locale. Au lieu de tous être un contre l'autre, on s'est tous mis ensemble, puis on a décidé de commencer à faire des shows ensemble et rester des bons amis. Puis toutes les bandes que tu viens de mentionner restent à ce jour des bons amis à moi. Puis c'est la seule façon qu'on a pu survivre à travers ça, c'est de s'unir ensemble et créer une belle scène, une belle confrérie, et non le contraire de jouer d'impact l'un l'autre. Oui, justement, dans ce temps-là, vous avez beaucoup d'entraînes, de grosses amitiés entre les groupes, ça fonctionnait. Absolument. Puis je te dirais que c'est encore exactement comme ça aujourd'hui. Tu sais, bon, l'exemple que j'ai donné tantôt avec Québec Redneck, ben ça s'inscrit exactement dans cette mentalité-là de s'unir et faire de quoi de cool ensemble. Peu importe le style de musique, vraiment, tu sais, en autant que c'est de la musique qui est faite avec cœur, le style importe peu. Et puis on est tous un petit peu punk dans l'âme, c'est-à-dire qu'on aime mieux se rejoindre ensemble puis de façon festive que d'être dans chacun dans notre petit coin. Ouais, oui, exactement. La scène musicale, comme tu as dit, peu importe le style musical, c'est fait pour s'entraîner et non pour se nuire. Fait que c'est intéressant de ce côté-là. Et tu trouves-tu qu'aujourd'hui, il manque des bandes de rock dans votre trempe, comparativement à aujourd'hui, des groupes qui sortent aussi des trucs qui se rassemblent? Ouais, ben écoute, la scène rock est très vivante, mais elle restait plus underground qu'à l'époque. Je te dirais que c'est l'infrastructure alentour, la diffusion alentour qui est moins penchée vers le rock, comme ça l'était plus des années 90. C'est juste une question de style, c'est une question de temps aussi. Mais les bandes rock, moi j'en vois beaucoup, mais tu les vois dans les petites salles. Ils n'ont pas beaucoup de diffusion à la radio ou à la télé ou dans les journaux. Fait qu'il faut plus se creuser les méninges puis aller les trouver, ces bandes-là. Mais donc, oui, la scène rock, elle existe, mais elle est peut-être moins en vue de ce qu'elle était médiatiquement il y a une vingtaine d'années.
Ouais, exactement. Est-ce que tu penses que l'industrie a un gros rôle à jouer avec ça, avec les gros médias, on parle des grosses pointures qui parlent de moins en moins de groupes rock. Est-ce que tu penses que ça a un rôle à jouer dans ça? Ben, ça peut certainement pas nuire. Quand un gros média parle de ton band ou parle de ta carrière, c'est sûr que ça aide, puis ça fait connaître ton band à des gens qui normalement n'auraient pas l'envie ou même l'intérêt d'aller creuser plus loin pour découvrir ta musique. Oui, nous autres, un band comme Groovy puis Grimmskunk des années 90, on bénéficiait beaucoup de l'appui des grands médias, tu sais, le Journal de Montréal, La Presse, Le Soleil, le Journal de Québec, Musique Plus, beaucoup nous supportaient énormément. Puis malheureusement, les jeunes bands n'ont peut-être pas la chance d'avoir ce support-là que nous, on a eu à l'époque. Mais ça n'empêche pas ces bandes-là de continuer à vouloir faire des disques, à vouloir faire des shows, puis à sortir ce qu'ils ont en dedans à deux autres. Parce que à la base, la musique, c'est faite pour sortir le méchant, c'est faite pour exprimer quelque chose qu'on a le goût de communiquer avec les autres. Fait que, médias ou non, ben, ces bandes-là vont continuer à le faire pareil. Il y a beaucoup de nouveaux groupes, c'est ça qui est le fun. La scène est vivante au Québec, c'est très important. Et vous avez sorti Vacuum avant de sortir le premier album. Oui, la raison pour cela, c'était vu que Vacuum était de loin notre album le plus populaire à l'époque. On a décidé d'investir plus dans celui-ci pour financer les autres finalement. Parce que Vacuum, on a sorti 1000 le 12 avril, puis bon, ils se vendent assez bien. Donc, on va sortir Eaters Digest le 23 novembre au Faux électrique. Il sera disponible en précommande à ce moment-là, puis on le sort officiellement au Québec le 29 novembre. Ça va être encore une fois un disque double, parce qu'à l'époque, on faisait des CD très longs. On parle à peu près 74-75 minutes de musique. Fait que on a mis ça sur 4 sides de disques. On va encore avoir des surprises à l'intérieur. Il va y avoir des belles photos, il va y avoir des petits goodies, comme on dit. Et on va aussi sortir officiellement le Eaters Digest à l'entier à Québec les 14 et 15 décembre prochains. Justement, tu t'impliques beaucoup dans la réédition de ces vinyles-là avec Hell Brickfest. Oui, j'avais pas réalisé à quel point ça représentait une charge de travail importante. Il faut savoir qu'on remasterise tout ça pour vinyle. Parce que mastering vinyle n'est pas la même que mastering CD et n'est pas la même que mastering Internet. Il y a des principes physiques qui existent auxquels il faut honorer. Puis aussi réécrire toutes les paroles, refaire tout le artwork parce qu'on part du CD. Alors pour mettre ça en format vinyle, ben c'est plus compliqué qu'on pense. C'est parce qu'il y a de la pixelisation qui est impliquée là-dedans. Il faut tout refaire pour que ça passe très beau. Il fallait aussi retrouver l'artwork original qui était assez tough parce qu'après 30 ans, il y a des morceaux qui sont perdus dans le cosmos puis d'autres que j'ai retrouvés finalement dans mes boîtes d'archives. Fait que, tu sais, ça représente des mois et des mois de travail. Est-ce que ça a été dur de retrouver les enregistrements originaux pour pouvoir justement les remasteriser, les remixer? Écoute, pour Eaters Digest, on avait les dates originales, c'est-à-dire des petites cassettes sur lesquelles on remettait les master tapes. Ça, on les avait. Okay. Vacuum, on avait presque toute la moitié, on avait la moitié du stock. L'autre moitié, il a fallu qu'on parte du CD. Oryctérop, on a les bandes maîtresses originales. Puis Masothérapie, ben tu vois, lui, on l'a perdu les masters, fait qu'il faut partir du CD. Fait qu'il faut absolument trouver un CD qui ne saute pas, qui est pur. Fait que c'est un petit peu un risque. Mais effectivement, quand t'es jeune, puis tu penses pas tout le temps nécessairement au passé, tu penses au futur. Tu penses pas que dans 30 ans, ça va peut-être servir. Fait que certaines de nos master tapes ont été égarées. Heureusement qu'on a trouvé la plupart. Puis justement, c'est un beau travail aussi. T'es bien entouré chez Hell for Breakfast aussi pour ça, hein? Oui, ben c'est Jesse Fuchs chez Slam qui a été l'instigateur de ce projet-là. C'est lui qui était comme fan tanné de ne pas avoir la musique de Groovy disponible parce qu'il faut savoir que notre musique était même pas disponible sur Internet jusqu'à tout récemment. Tu sais, moi, quand on avait arrêté le band pendant 7 ans, je m'étais pas occupé de ça du tout. J'étais occupé avec Grimmskunk, j'étais occupé avec mes autres projets. Fait qu'on a mis ça sur la glace. Fait qu'il a fallu qu'on ait un petit coup de pied dans le derrière de Slam Disc pour remettre la machine en marche puis faire en sorte qu'on puisse enfin ressortir notre musique numériquement et en vinyle. Ce qui est quand même pas rare de retrouver des groupes de musique québécois qui a aucune trace de leur musique sur Internet. J'en pense beaucoup à des groupes obscurs comme Hépatite B ou des trucs comme ça. On peut pas retrouver ça. On les a en CD, mais justement, comme Jesse Fuchs dit, on retrouvait pas Groovy sur Internet. C'est important aussi de retrouver Groovy parce que vous êtes une grosse partie de l'histoire de la musique au Québec.
Ben, je te remercie. Puis ouais, c'est pas rare en effet que ces groupes-là aient perdu des tapes. Tu sais, je pense à un band, disons, légendaire comme Autre Chose, avec Lucien Francoeur, puis son band des années 70. Oui. Les bandes maîtresses ont été perdues dans une inondation à CBS à Toronto. Et puis, on a juste à penser au feu qu'il y a eu chez les studios Universel il y a 8 ans, puis qui vient juste de sortir aujourd'hui. On apprend qu'il y a à peu près 1,5 million de chansons qui sont parties en fumée, dont des grands comme Ella Fitzgerald, John Coltrane, puis de Nirvana, puis localement Voivod ont perdu 3 albums là-dedans. Ouais. C'est une des plus grandes pertes de l'histoire de la musique, ce feu-là. Puis ils étaient tellement mal à l'aise d'en parler qu'ils l'ont caché pendant 8 ans, jusqu'à temps qu'il y a un journaliste du New York Times qui a flairé l'histoire, puis qui est allé fouiller, puis a réalisé qu'il y a un feu qui a détruit 1,5 million de chansons du patrimoine américain. Tu sais. C'est quand même important. Là, mais qu'est-ce qui peut arriver avec ça, hein? Ouais, je sais pas, hein. Mais justement, Heather Digest, là, il comportait beaucoup de pièces marquantes, dont la fameuse Y a-tu quelqu'un? Comment s'est arrivée l'inspiration pour cette pièce-là? Quand j'étais... je venais de quitter le cégep en 91 à peu près, puis on écrivait juste en anglais, parce que nos exemples de musique hardcore qu'on aimait, c'était des bands américains ou c'était des bands du UK. Fait qu'on n'avait pas vraiment dans l'idée de chanter en québécois, jusqu'à temps que je découvre Robert Charlebois, particulièrement son premier album avec Louis Forestier en 68, des tunes comme Lindbergh, CPR Blues, puis La Marche du Président. Je suis devenu obsédé, si tu veux, par la musique du Québec, puis le joual particulièrement, parce que c'est vraiment en écoutant ce disque-là qui m'a inspiré l'idée de commencer à chanter en joual. Fait que c'est mon ami Carrea Odette, qui était en fait ma coloc à l'époque, qui m'a suggéré d'écouter ça. C'est grâce à elle qu'on a fait un virage québécois important. Cool. Puis comment est-ce que c'est justement d'avoir des pièces comme Y a-tu quelqu'un, ou que c'est des pièces qui sont fredonnées par tout le monde, puis même ceux qui connaissent pas Groovy Aardvark? Ouais, effectivement, j'ai eu des... J'allais dans des parties de famille, puis personne ne savait j'étais qui, mais du moment que Boisson d'avril commençait, la personne disait « Ouais, mais ça, c'est le gars qui est là, qui chante cette tune-là. » C'était drôle, qui connaissait la tune, mais qui connaissait pas la personne qui la chantait. Je trouve ça très le fun, tu sais. Il y a certaines des tunes de Groovy qui s'inscrivent dans le patrimoine du Québec à tout jamais. Puis Boisson d'avril, c'en est certainement une qui a connu du succès de par elle-même, même si elle presque pas joué à la radio commerciale, ou à peu près pas, parce que les grosses radios touchaient pas à ça, c'était trop traditionnel. Mais c'est une chanson qui se retrouve sur les playlists des chansonniers un peu partout au Québec, qu'on va entendre au Centre Bell, on va entendre dans un game de hockey, tout ça. C'est une tune qui a fait son chemin publiquement. Puis tu sais, quand on l'a écrit au départ, on s'attendait jamais à ce qu'elle ait cette traction-là, si on veut, cette popularité-là. Puis c'est cool de voir que 23 ans plus tard, elle est encore pertinente. Oui, effectivement, puis c'est une pièce Vacuum qui a été très, très importante. La même chose que votre reprise, Le Petit Bonheur, qui était déjà à l'époque une pièce quand même importante du folklore québécois avec Félix et toutes les compagnies. Comment l'idée était venue de reprendre cette pièce-là? Quand j'étais au primaire, à l'école privée, on a été initié à la poésie du Québec. C'était la chanson qu'on étudiait, si tu veux. On étudiait ce texte-là. Fait que c'est un texte que j'ai en tête depuis ce temps-là. On parle de genre 7-8 ans. Fait que Le Petit Bonheur a toujours fait partie de ma vie, puis de ma génération, si on veut, qui était initiée à la poésie. Fait que c'était tout naturel pour moi de vouloir faire celle-là, puisque je l'avais en tête souvent, puis j'ai toujours trouvé que c'est une belle histoire d'amour. Elle est pas quétaine, elle est bien écrite. Puis le fait de la faire une reprise corrosive avec Marc Vaillancourt, ça c'est venu d'une autre soirée au Faux-Fun électrique devant un pichet ou deux, où on brainstormait des idées, puis on a eu l'idée de lui faire chanter ça, parce que je voulais pas qu'elle devienne trop commerciale, puis que je voulais pas que Groovy soit reconnu comme étant juste un band qui a fait un cover. Fait en la faisant chanter par Marc, avec sa grosse voix corrosive à la barf, on s'assurait qu'elle restait un peu plus underground, tu comprends? Oui, je comprends très bien, puis comme par le fait même, ironiquement, avec ça, par toi-même, tu as fait découvrir cette pièce-là à plusieurs personnes. Absolument. Puis le plus beau compliment que j'ai eu, c'est une lettre de Francis Leclerc à son fils, le cinéaste, qui m'a écrit que mon père aurait été fier de votre version parce que c'est un punk dans l'âme. Quand j'ai eu l'approbation de son fils, ça a fait du bien.
Ben, c'est vraiment cool de sa part en plus, fait que c'est vraiment intéressant qu'il y ait eu une petite pensée pour toi dans ce temps-là. Absolument, puis c'est un gars qui fait du cinéma, puis j'ai beaucoup d'amis qui sont en cinéma, puis il y a des bonnes chances que je passe une belle soirée avec Francis, d'ailleurs, au mois de novembre, là, parce qu'il nous a invités chez eux après notre show BT Betrave le 2 novembre, fait que ça se peut que j'ai la chance de passer une belle soirée avec. Ben, super, j'imagine que ça va être un super bon moment. Groovy Aardvark, vous aviez jamais sorti rien sur vinyle, si je me trompe avant. Il y avait une seule chanson qui était sur une compilation qui s'appelait On Guard, qui était sortie par Paul Gott des Ripcords en 1988. C'était la chanson Pull the Rope, qui commençait la compilation. On était le seul band, disons, francophone sur cette compile, une compile qui n'existe plus aujourd'hui. Fait que, à part cette exception-là, t'as raison, on n'avait jamais sorti de quoi en vinyle. Puis commencer justement que 25 ans plus tard que des albums comme Eater Digest ou Vacuum ou les autres qui vont sortir plus prochainement, comment est-ce que tu trouves ça, le fait de revoir ça en vinyle, beaucoup d'années après ce que le format soit mort? Ben, je suis content que Jesse Fush ait eu le réflexe puis le gosse de nous le demander puis de nous offrir un contrat disque qui est tout simple, qui est tout facile, qui est à l'encontre de tous les de contrats disques de marde qu'on a eu dans le passé, puis savoir que lui il le fait parce que c'est un fan, il a le goût que le band soit reste pour la postérité. Moi j'adore ça puisque j'ai été élevé par en vinyle quand j'étais kid, tu sais, le CD n'existait pas évidemment quand j'étais jeune, fait que tous mes premiers disques de punk puis de métal puis de rock, ben c'était en vinyle. Puis je les ai toujours regardés aujourd'hui. Fait que pour moi c'est le format que j'apprécie le plus. J'aime le format, j'aime le fait que il faut se lever pour mettre les grilles sur le disque, j'aime le fait que tu sais c'est physique, faut que tu te lèves, tu peux pas skipper des tunes tant que ça. Fait que ça te permet d'écouter l'album au complet. Ton ordi ou ton device où tu peux skipper à ta guise, j'aime le fait que ça représente mieux l'œuvre d'un band que de l'écouter en vinyle, puisque il y a comme un 15, 16, 17, 18 minutes là, faut t'écouter au complet avant de changer de disque de bord, tu sais. Fait que c'est old school, puis j'aime ça de même. Ouais, c'est pas comme un CD que tu le mets puis tu peux vaquer à tes occupations. Ben, tu peux le faire quand même avec le vinyle, mais c'est plus quelque chose que tu mets, tu t'assis, t'écoutes, tu relaxes en écoutant ça. Puis il y a bien du monde qui préfère le son d'un vinyle que le son numérique qu'on a aujourd'hui. Ça aussi, notre remasterisage de ces vinyles-là nous empêche de, comment dire, comme toi, Eater's Digest, je trouve qu'ils sonnent bien, mais je trouvais que les hautes étaient un petit peu agressives. Ça, c'était comme dans l'air du temps, les années 90. Fait que tu vois, on a eu la chance de baisser ça un peu, puis de grossir les basses un peu dans le bas. Fait que, sans remixer le tout, ben, on améliore le son. Fait que c'est trippant de redécouvrir nos albums avec un son amélioré. Justement, l'air est dans les rééditions. Il y a eu des belles rééditions de groupes québécois qui ont sorti. Je pense à Je me souviens qu'un label qui réédite des albums comme Les Ordures Ioniques ou un vieux groupe comme Les Bons à Rien que tu as sûrement connu. Ou Amnésie. Bien sûr. Les Bons à Rien, on a joué avec eux autres souvent au Spectrum à l'époque. C'est un autre band de la Rive-Sud comme nous autres. Puis c'était un groupe justement aussi que moi personnellement j'adore et que on ne retrouvait pas le son de nulle part parce que c'est très rare des cassettes ou des CD de ce groupe-là. Fait que c'était vraiment cool de retrouver ça sur des vinyles comme de retrouver les albums de Groovy Aardvark sur vinyle. Ben maintenant que c'est cool. Moi j'ai gardé toutes les cassettes démos des bandes de l'époque. Je dois en avoir 300-400 que j'ai gardé, sont dans des boîtes en plastique. Si jamais il y a des bandes qui cherchent leur démo, il y a des chances que je l'aille en ma possession. Parce que pour la postérité, on sait que toutes ces bandes-là vont se perdre dans les méandres de l'histoire. Puis il y en a beaucoup qui étaient très bons, mais qui n'auront jamais la chance d'être reconnus à leur juste valeur à long terme. Fait que j'ai gardé, mon gars, les cassettes de la scène locale à ce jour. Hein. Fait que j'en ai une barge, puis je te dirais peut-être 300-400 là. Est-ce que tu possèdes toi-même tes démos de Groovy Aardvark? J'ai au moins un exemplaire de chaque. Mais tu sais, j'ai aussi les vieux démos de Grimmskunk, les Birth Defects, Hazy Azure, c'est toutes les bandes avec qui on jouait dans le temps. J'ai réussi à garder au moins une copie de chacun de ces démos-là. Je les écoute plus vraiment, je garde juste pour la postérité. Si jamais un band qui en a besoin, whatever, ou qu'il y a un genre de musique qui va s'ouvrir à un moment donné, ben j'aurai ça en ma possession. Ben cool. Fait qu'on va rappeler que le 23 novembre prochain au Foufoune électrique, vous allez... Est-ce que vous avez joué l'album intégralement?
On va jouer l'album intégralement pour la toute première fois. C'est la première fois au complet? Au complet, on n'a jamais fait ça avant. Alors, c'est ça notre mission. Puis on va faire la même chose à Québec aussi. Si c'est le lendemain à Québec? Non, c'est le 14 et 15 décembre à Québec, à l'Anti. Et puis, il y a aussi, dans pas long, tu me dis, un spectacle avec Karaté et Grimmskunk. Karaté Groovy Grimmskunk, vendredi prochain, le 27 septembre, à la salle Roland Brunel à Joliette. Il reste 150 billets sur 875, fait que faites ça vite. Ça va être tout un party. Donc, je te remercie, Vince, de m'avoir accordé cette entrevue-là. À part ces deux spectacles-là, est-ce que Groovy Aardvark a d'autres spectacles? J'imagine que Grimmskunk prend ton temps aussi. Grimmskunk en prend pas mal, mais je peux donner les dates de Groovy. Comme je disais, le 2 novembre, on est au Beat et Betrave à Frelichburg. OK. On va être aussi à New-Richmond, en Gaspésie, le 7 décembre. Alors, ça va compléter notre année. Pour Grimmskunk, allez sur la page Facebook, il en reste quelques-uns aussi. On va être plus dans le coin de l'Ontario en novembre. Puis, voilà. Ah oui, Grimmskunk est à Alma le 8 novembre, puis à Dolbeau le 9 novembre. Puis, voilà, ça complète mon année. En terminant, est-ce que Floating with Jet est quand même toujours actif? Floating, tu vois, on a pris un petit break cette année vu que j'étais bien occupé à sortir les albums de Groovy et avec Grimmskunk, mais on va vouloir faire un EP en 2020, ça c'est sûr, parce que on fête nos 20 ans l'année prochaine, fait qu'on aimerait certainement ça se faire un autre album. Puis c'est un band qui prend pas beaucoup de place dans nos vies, mais qui est important dans nos cœurs, fait qu'on garde ça en vie, c'est sûr. Ben super Vince, on va surveiller tes projets, on va surveiller la sortie de Eater Digest au mois de novembre, puis on va sûrement se croiser au Fouf pour le show. Yes sir, merci beaucoup pour ton support, c'est bien apprécié.